Bonjour, bienvenue au Paris Image Digital Summit. On est ici au Centre des Arts d'Anguin. Je m'appelle Dominique Vidal et je vais vous parler d'une étude de cas sur la série Cosmos Possible Worlds, qui est une série de documentaires que j'ai pu superviser. Donc je suis VFX superviseur à Buff Company, une société française qui a une bonne trentaine d'existence. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je vais faire à travers cette conférence, c'est vous raconter un peu comment on est arrivé à faire cette série-là et en fait quelles sont les petites magouilles, qu'est-ce qu'on a fait sur la série. On rentrera par moments dans des points un peu techniques, mais comme ça vous pourrez voir jusqu'où on va dans la représentation visuelle. Et avant tout ça, je vais vous parler du rapport que le Buff et moi-même entretenons avec la représentation cosmique. Et on va faire un petit rapide bilan des productions sur lesquelles on a pu travailler, qui nous ont amenés à travailler là-dessus. En 2011, on a eu affaire pour le film Thor de Kenneth Branagh, un long ride qui partait de la Terre, s'envolait à travers une tornade pour rejoindre le centre de la Voie lactée, au cœur duquel on peut trouver un trou noir. Et ensuite, ce trou noir nous emmène dans des nébuleuses successives qui sont imbriquées de manière fractale. Et donc tout ça a été fait pendant un an, une équipe d'une dizaine de personnes, enfin un peu moins, 8 personnes qui a travaillé pendant un an là-dessus. Et au bout de 8 mois, on nous a annoncé que le plan était coupé au montage, parce que ça ne rentrait pas. Imaginez la tête de l'équipe. Mais comme c'est un plan très cher, ils s'en sont servis quand même pour le générique de fin. Et ce qui a permis de montrer notre travail, on a écumé beaucoup de recherches, parce que là on voit le résultat final, mais ça représente énormément de recherches, de développement technique et visuel pour arriver à montrer ça. Et donc on nous appelle en 2014 pour la première saison de Cosmos, parce qu'en fait Cosmos Possible World représente la troisième saison, entre guillemets. La première est datant de 1980. À la base, c'est une série documentaire qui a été conçue par Carl Sagan et qui est la série documentaire la plus vue dans l'histoire de la télévision américaine. Donc c'est une série très importante, assez peu connue en Europe. Donc ils ont décidé de faire un reboot, enfin la veuve de Carl Sagan, qui s'appelle Anne Drunan, a décidé de faire un reboot et nous a contactés après avoir vu ces images de Thor en disant ces gars-là, ils ont l'air de savoir faire un peu de l'espace. Donc je vais vous montrer un peu un petit making-of de ce qu'on a fait à cette occasion-là. On avait fait environ 360 plans de la série et c'est essentiellement des représentations cosmiques de toutes sortes. Donc la série est présentée par Neil deGrasse Tyson, que vous avez pu apercevoir, qui est un astrophysicien, un grand vulgarisateur et très connu dans le milieu de la vulgarisation scientifique américaine. Donc on a pu pousser un peu plus notre savoir-faire des représentations spatiales, tout en essayant de le faire dans des conditions de budget qui n'étaient pas celles d'un Marvel, mais celles d'une série télé. On a fait environ 1 heure d'images de synthèse avec plus de 360 plans. La production a duré environ 6 mois. Et voilà, on peut voir quelques images, notamment le vaisseau spatial que conduit Neil deGrasse Tyson, qui s'appelle SOTI, qui est l'acronyme de Spaceship of the Imagination, le vaisseau spatial de l'imagination, qui lui permet de se déplacer en tout point du temps et de l'espace, revenant aux origines du Big Bang pour aller jusqu'aux confins de la fin de l'univers. En fait, ce vaisseau est une sorte d'image mentale qui permet d'aller explorer à toute échelle aussi, très grande et très petite, les mystères de l'univers. Donc cette série, à la base, a une fonction éducative, mais en même temps, un point important, c'est qu'elle n'était pas juste des scientifiques en train de parler sur un fond gris, comme moi par exemple, mais des images très spectaculaires, et ça se voulait avoir la qualité visuelle d'un blockbuster. De montrer des choses connues et les choses inconnues. Là, par exemple, on rentrait au cœur d'un trou noir. Là, c'est la représentation d'atomes.
Là, c'est des collisions, la collision programmée d'Andromède avec notre Voie lactée, la surface de Jupiter, avec l'œil de Jupiter, une vallée qui fait 3 terres de large. Imaginez qu'on vous demande ça. Faites-moi une vallée qui fait 3 terres de large. La surface de Vénus, qui était un enfer, avec une pression de 100 bars et des températures de 500 degrés. Donc pour cette série, il a fallu être très malin pour ne pas tomber dans... parce que les conditions de budget étaient vraiment très restreintes. Et pour vous donner un ordre d'idée, on avait calculé 3 jours hommes par plan. Donc voilà, on fait une nébuleuse, une explosion de supernova, vous avez 3 jours. Alors évidemment, il y a des plans qui sont faits un peu plus rapidement, puis des plans un peu plus... qui prennent un peu plus de temps, donc il y a des transferts, mais ça fait des longues journées en fait, des longues journées de travail. Alors évidemment, comme pour toute série documentaire scientifique, on a des superviseurs scientifiques qui vérifient ce qu'on fait, et en plus dans la chaîne de validation, en plus d'avoir le réalisateur, le producteur de la série, le showrunner, on a des astrophysiciens qui vérifient qu'on ne raconte pas trop de conneries, ce qui est normal et tout à fait légitime. Et des fois, ils avaient des remarques un peu inattendues, comme par exemple de dire que là, on ne pouvait pas voir telle constellation, que nous, on n'avait pas remarqué. Trois petites étoiles dans notre fond de ciel qui ne pouvaient pas être là parce qu'on n'était pas dans cette partie-là de l'univers. Alors ça nous laisse un peu pantois. Là, on voit une hypernova. C'est encore mieux qu'une supernova. Beaucoup plus gros. Et on sort de notre galaxie et puis de l'amas de la Vierge, qui est un amas de galaxies, pour aller aux limites de l'univers observable et se rendre compte qu'on est dans un multivers. Donc, juste après avoir fait Cosmos, on a fait le film de Roland Emmerich, Independence Day 2, la suite, où on a fait la séquence d'ouverture du film, avec un plan un peu similaire à celui qu'on avait fait dans Thor, mais où on était un peu mieux armé cette fois-là, pour ne pas passer un an dessus. Et donc c'est un long ride qui remonte un signal terrien, radio, jusqu'à la base de méchants aliens qui vont venir après attaquer la Terre. Et on voit ce que les aliens font aux planètes. Par exemple, là, elle a été rognée et mangée par le vaisseau alien. On s'en est servi aussi dans des clips. Par exemple, dans le clip de Kendrick Lamar, j'en avais fait All the Stars, où il y a des séquences comme ça qui sont un peu cosmiques et aussi inspirées d'une artiste japonaise qui s'appelle Yaoi Kuzawa. Mais la façon dont on a structuré les étoiles, et qui est toujours assez important, n'est pas du tout... c'est pas une distribution aléatoire. Elles ont une structure qui est spécifique. En termes de séries télé, on a fait aussi Lost in Space, où on nous a appelés pour faire une séquence assez spectaculaire d'un vaisseau qui explose, et dont le moteur explose et qui va générer un trou noir qui va l'aspirer dans une autre dimension, ou disons à un autre endroit de l'espace. Donc ça, c'est un gros plan bien badass, comme l'aiment les Américains. Mais nous, ce qui nous régalait, c'était pas tant les explosions de vaisseaux, c'était plutôt en fait ce qu'on va voir derrière une fois que la caméra est passée, c'est-à-dire cette espèce de trou noir nébuleuse et sa structure un peu voilà, très, très colorée, qui est un peu la marque de fabrique de ce qu'on fait à Buff. On fait du film d'auteur aussi, étonnamment, avec des effets spéciaux. Par exemple, le film de Claire Denis avec High Life, où on a fait ici un trou noir. Ça nous a permis de repenser aussi notre technologie en matière de trou noir, parce qu'entre-temps, il y avait eu Interstellar. Et donc, on a écrit les fameux shaders qui détournent les rayons de lumière autour des corps lourds. Donc, ce n'est pas tout à fait Interstellar, c'est une interprétation française. En tout cas, plus film d'auteur, en l'occurrence.
Et donc voilà, en 2018, mi-2018, on nous appelle pour travailler sur Cosmos Possible World. Alors on va faire un petit bilan de ce qu'a représenté ce travail pour nous. Il y a eu 13 épisodes qui ont été faits. En fait, il y a 13 épisodes de la série, mais on a travaillé sur tous les épisodes. On est la société principale, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait le plus d'effets sur la série. On a fait 550 plans. Et sur ces 550 plans, il y a plus de 200 assets. Alors un asset, c'est un élément qui est vu dans plusieurs plans. Par exemple, dans l'Odyssée de Pi, le tigre, c'est un asset. C'est comme ça qu'on les facture en général. Donc il y a un coût à la fabrication de l'asset et un coût à la fabrication la fabrication de chaque plan, la déclinaison. Mais là, vous voyez qu'il y a quasiment il y a un asset pour 2 plans. Et donc, en fait, en général, les assets étaient vus dans tous les plans. Enfin, je veux dire, les assets étaient faits pour un plan unique, la plupart du temps. Les plans étaient très longs, ils faisaient en moyenne 10 secondes par plan, mais on pouvait avoir des plans de 2 à 3 minutes, ce qui est très compliqué à faire quand on fait des images de synthèse. Donc là, on avait un peu plus de temps, on a eu un an de travail et on était une petite équipe de 40 personnes. Enfin, petite équipe, qui est une grosse équipe pour nous, mais pour n'importe quelle boîte américaine, ce serait juste les gens qui vont acheter le café. Je vais passer en revue un peu l'ensemble des assets qu'on a fait. Donc on a fait des véhicules, on a remis à jour le fameux vaisseau SOTI, qui est propulsé au scepticisme et à l'émerveillement, c'est ça qu'ils disent dans la série. Et donc voilà, c'est un vaisseau avec une surface très tendue qui est une sorte de miroir, et il y a une sphère à l'intérieur dans laquelle on voit Neil deGrasse Tyson, qui lui a été filmé sur un petit plateau où il y avait juste son fauteuil. Mais on a fait aussi des satellites connus comme Voyager, le satellite qui est le plus éloigné aujourd'hui de la Terre. Ça, c'est la sonde Cassini qu'on a dû voir de près, donc on l'a un peu modélisé sous tous les angles, dans les moindres détails. Il y a un épisode qui lui est entièrement consacré dans la série. Et toutes sortes de toutes sortes de satellites. Ça, c'était la sonde Huygens qui a atterri sur la planète Titan. D'autres satellites en vrac, on en a eu beaucoup à faire. Là, c'était un test pour un porteur de petits microsatellites. Ça, c'est le largueur de Nanocraft. Donc ça, c'est des sondes d'exploration qui étonnamment, donc c'est un vrai projet, qui ont une sorte de voile de 200 atomes d'épaisseur sur 2 mètres de diamètre. Et au milieu, le vrai satellite fait la taille d'une carte à puce. Et l'idée, c'est d'en envoyer des milliers pour explorer les planètes les plus proches. Là, c'est toutes sortes de satellites, des pousseurs laser, ou des grands vaisseaux d'exploration comme celui-là, qui sont inspirés symboliquement de la fleur de pissenlit, pour aller s'aimer l'humanité et explorer l'univers. Là, on voit en gros plan un télescope spatial, un projet de télescope spatial qui va s'ouvrir sur des kilomètres. Évidemment, on a fait des animaux parce que Cosmos, ça parle de la nature et du rapport de l'homme avec l'univers et la nature. Donc, on parle pas mal d'abeilles dans Cosmos. Donc, on a fait évidemment des abeilles de l'individu à la ruche, mais des mouches aussi, de la mouche basique. Et on a dû même inventer ce qu'elle pouvait voir. Donc ça, c'est des tests de qu'est-ce qu'une mouche peut voir, quelle est une interprétation de ce qu'elle pourrait voir. Et on a dû faire une séquence aussi dans le Palais de la Vie, qui est un endroit un peu symbolique, dans lequel il y a des énormes aquariums remplis de tout un tas d'animaux. Donc on a fait un bestiaire gigantesque de plein de bestioles pour remplir cet aquarium. En fait, on a essentiellement recyclé beaucoup d'animaux qu'on avait fait pour l'Odyssée de Pi. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de sociétés recyclent les éléments qu'ils ont pour que ça coûte moins cher. Puis quand c'est bien fait, on ne va pas le refaire 50 fois. Donc voilà, on voit Neil deGrasse Tyson qui marchait en fait sur un fond vert. Là, on voit des tardigrades qui sont des animaux minuscules et qui ont la particularité de se faire des câlins, mais aussi d'être résistants au vide, aux très grandes températures, aux très faibles températures. Des cyanobactéries, on continue à descendre dans l'échelle du vivant, donc qui vont créer l'oxygène sur la Terre primitive. Et ça, c'est le RNA lissavirus, plus connu sous le nom de virus de la rage, qui est étonnamment la forme d'une balle de fusil et qui va attaquer des neurones.
Donc là, c'est des tests qu'on avait fait à l'époque, mais qui sont plus, qui sont pas dans la série. Enfin, on a changé le design. On cherchait en fait une sorte de signature visuelle. Ce qu'on voit là, c'est une représentation d'une créature extraterrestre qu'on pourrait possiblement trouver sur une des planètes que l'humanité pourrait possiblement visiter. Elle était inspirée de larves de poissons-tigres, je crois. On a fait des végétaux aussi, notamment un épisode qui parle de l'apparition des arbres à fleurs sur Terre. Donc voilà, une séquence un peu compliquée de time-lapse d'apparition des arbres à fleurs, où il a fallu faire plein d'espèces d'arbres qui apparaissent sur un time-lapse. Là des cactus, un casting de cactus extraterrestres, évidemment. Donc voilà, on cherchait des formes un peu surprenantes. Voici celle qu'on a gardée. Si Neil deGrasse Tyson arrivait à une planète extraterrestre, ou cette plante en forme de peau à crayon, plante un peu bizarre. Il y a tout un tas d'environnements, ce qu'on appelle les macro-environnements, qui sont, par exemple, voilà, c'est une sorte d'environnement un peu, là vous avez vu, un peu végétal, en très gros plan. Là, il y avait des séquences à faire dans le cerveau. Donc ça, c'est un petit test où on rentre à l'intérieur du cerveau pour aller voir les neurones. Donc il est beaucoup question dans Cosmos aussi des neurones, pour comprendre un peu la relation que maintient notre intelligence avec l'univers. Là, on est à l'intérieur des veines d'un chien. Donc le vaisseau sautille, se balade, entouré de globules rouges dans les pulsations cardiaques du chien. Et en fait, on va suivre la progression du virus du virus de la rage à l'intérieur des veines du chien, qui va attaquer les glandes salivaires, qu'on voit ici, et pouvoir se reproduire comme ça, par aboiement de bave de chien infecté au virus. C'est très d'actualité, ça. Ici, quelques tests de représentation de pollen, parce qu'il était question. Donc vous voyez, la petite vignette en bas, c'est le vrai pollen. Et puis ce qu'on en a fait en 3D. Là, un paysage alien un peu étonnant. Je dirais, qu'est-ce que c'est que cette forêt? Donc, c'est évidemment un paysage très macro. En fait, on suit la trajectoire d'un atome d'uranium qui va rentrer à l'intérieur des cellules de ce paysage. Donc, vous avez bien compris que c'était organique, pour voir les bombardements d'atomes, et rentrer dans le noyau de la cellule. Et là, aller abîmer l'ADN, les chaînes d'ADN qui s'y trouvent. Donc l'ADN étant aussi un élément important qu'on retrouve souvent dans la série Cosmos et qu'on a dû refaire ici. Évidemment, on est au niveau moléculaire là, donc c'est un peu petit. Donc qu'est-ce que c'était que ce paysage? Si on recule un peu, on voit des sortes d'écailles comme ça. Et puis en reculant un peu plus, on va découvrir que ces écailles sont finalement, je vous laisse le voir, des écailles sur l'aile d'un papillon, des écailles irisées. On a fait aussi le connectome. Le connectome, c'est une représentation symbolique des connexions neuronales à l'intérieur du cerveau. Ça fait partie de tout un tas de recherches. Et ce paysage extraterrestre, qui n'a pas fini dans la série, mais c'était juste une pizza, mais qui sert un peu plus tard. Donc en allant toujours plus petit, on a fait des environnements micro et nano. Donc là, on commence à aller un peu au cœur de la matière. Vous me direz, l'ADN, c'était déjà un peu au cœur de la matière, mais là, on va encore plus loin. Donc on va aller étudier une roche, alors du point de vue du chimiste, du physicien, de regarder ces relations. Là, on rentre à l'intérieur d'un grain de sel tenu dans la paume de Neil deGrasse Tyson, et on va faire une plongée jusqu'à sa structure atomique pour voir comment sont bien rangés les atomes de chlore et de sodium. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie, ils s'en souviennent. Donc voilà, une grande partie de Cosmos réside dans le fait d'étudier un peu les réactions chimiques, ce qui se passe par exemple au cœur d'un feu, dans la fusion et la création de chaleur. On l'a fait au cœur d'un feu, au cœur d'une explosion de Big Bang aussi, ou bien les réactions de catalyse dans la stratosphère de la couche d'ozone,
pour voir comment tout ça se passe. Ou ça, c'est la représentation symbolique du photon. Tout un épisode aussi sur la physique quantique où on suit les trajectoires et l'intrication quantique de différents photons à différents endroits de la galaxie. Et évidemment, Cosmos, c'est des environnements cosmiques. Et alors là, on en a fait des tapés. Donc du petit astéroïde, on a fait toutes les planètes et de lunes de notre système solaire. Et puis beaucoup de recherches aussi pour des planètes un peu exotiques. Le titre de la série étant Possible Worlds, elle envisage un peu les possibilités de voyager et de découvrir des planètes plus ou moins exotiques. Certaines un peu trop poussées, voilà, ça c'était des recherches. On voulait voir jusqu'où on pouvait aller dans la vraisemblance, dans la représentation de planètes. Des planètes gazeuses avec des anneaux. On n'en connaît pas a priori dans notre système solaire, mais c'est tout à fait probable. Et voilà, donc, des planètes de toutes sortes, des soleils évidemment. Ça c'est Proxima b, le soleil le plus proche. Là, ce sont les rayons cosmiques de notre soleil qui finira par détruire la Terre, mauvaise nouvelle. L'évolution en time-lapse des courants à la surface de notre soleil. Et en reculant un petit peu, comment un soleil se forme dans une nurserie stellaire par effondrement. Et comment notre galaxie se forme de la même façon, un peu par effondrement de masse gazeuse. Donc ça, c'est un plan qu'on voit ici un peu en accéléré, mais un plan très très long qui débute un épisode et dans lequel on voit se former notre système solaire. Notre galaxie. Notre système solaire, là par exemple, ça c'était la formation de Jupiter autour de notre Soleil. Ça doit être une petite galaxie d'étoiles. Notre système solaire qui est un peu un objet magnifique et un peu iconique. Une collision de trous noirs, beaucoup mieux qu'Interstellar. Des nébuleuses. Ça, c'est un pulsar, une étoile qui tourne sur elle-même à très grande vitesse et qui éjecte des particules radioactives. Un système d'étoiles doubles, où je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, ça a le mérite d'être relativement spectaculaire. Donc, c'est deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, tout en crachant de la matière et en échangeant il y a un pont de feu qui les relie. Un peu plus à notre échelle, la surface de la Lune, la proximité des anneaux de Saturne. Donc ça, c'est dans l'épisode qui concerne Cassini, où Cassini va larguer la sonde Huygens qui va se poser à la surface de Titan, qu'on voit ici. Mais voilà, Saturne, c'est vraiment un bel objet, quoi. C'est très, très photogénique à voir. Et là, on voit la sonde Cassini qu'ils ont craché volontairement sur Saturne. Évidemment, on a fait quelques buildings. Là, je vous les montre par catégorie, mais ce n'était pas toujours comme ça. Donc là, c'est dans le désert d'Atacama. C'est une grande base de laser dont la fonction est de pousser les petits vaisseaux, les nanocrafts, les petites sondes d'exploration. Là, on voyait la tour de contrôle. Là, c'est l'intérieur du vaisseau Spinoza, qui est un vaisseau d'exploration. Et donc, il est cylindrique, un peu comme dans 2001, mais à l'échelle d'une ville. Et les villages, donc les gens vont habiter des villages semi-enterrés. Et ça, c'est une inspiration qui est basée, qui nous a été donnée par la production, sur des villages pré-sumériens. Qui sont semi-enterrés et il n'y avait pas de porte. En fait, les portes étaient sur le toit et les gens communiquent par le toit. Alors, dans Cosmos, on a fait beaucoup de lieux symboliques, en fait, qui ont une fonction purement symbolique de raconter des concepts. Et ça, c'est le fameux palais de la vie, dont on voit les grands aquariums qui contiennent toutes les bestioles que vous avez vues. Et Neil deGrasse Tyson peut se balader à l'intérieur de couloirs, il est protégé. Ça, c'est le plus petit organisme qui est commun à tous les organismes terrestres. J'ai oublié son nom. Et là, on voit au centre du Palais de la Vie une sculpture d'ADN qui est symbole de la vie. Le Carbone Colossus, qui est une construction qui serait censée stocker du carbone, une solution au réchauffement climatique. Et là, on voit la foire universelle
l'exposition universelle de 2039 à New York, avec différents palais. Alors, on verra, il y a le palais de la vie, le palais des mondes possibles, on voit le Carbone Colossus au fond. Et donc, en fait, on est parti de la ville de Séville où on a fait des extensions de décors sur des bâtiments. Bon, il y a beaucoup de plans full 3D aussi, parce qu'on a reconstruit cette exposition de Séville, mais il y a des bâtiments qui sont relativement modernes et intéressants et tout à fait crédibles pour une exposition universelle futuriste. Donc ça, c'est le palais des mondes possibles, dans lequel on peut interroger les probabilités de survie de l'espèce humaine. Et regardez la série si vous voulez savoir lesquelles ce sont. Voilà, donc à la fin de l'exposition universelle, il y a une sorte de feu d'artifice hologramme qui représente l'ensemble des épisodes de création de l'univers et du monde. Donc ça a été une séquence assez lourde à faire, où on a dû en fait faire un résumé de toute la série dans le dernier épisode, sous forme d'hologramme au-dessus de la ville. Parmi les assets qu'on a dû préparer pour Cosmos, il y en avait beaucoup qui étaient de pures abstractions, c'est-à-dire des choses où vraiment on ne savait pas trop ce qu'il fallait montrer, parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Alors par exemple, là, c'est à la suite de la collision entre les deux trous noirs, il y a une onde gravitationnelle, un blast gravitationnel qui se propage. Là, c'est une représentation des ondes, c'est une représentation des champs magnétiques autour de Jupiter. Et là, un plan très compliqué qui met en parallèle, à gauche, un time-lapse de la création et la construction de la ville de New York sur 400 ans, et à droite, l'évolution du cerveau des mammifères sur une période de plusieurs millions d'années. Et juste pour un plan. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte du travail que ça représente de faire l'un comme l'autre, comme ça, à toute vitesse, la création de New York. Travail de recherche aussi, de savoir ce qui se passe. Les tours jumelles qui viennent d'apparaître et de redisparaître aussi vite qu'elles sont apparues, parce que ça va très vite. On avait aussi une séquence où il fallait montrer ce que serait un univers sans loi. Qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup les lois de la gravitation ou certaines lois d'attraction étaient rompues. Donc c'est pour illustrer un peu que même si l'univers est très complexe, il a quand même des lois internes qui nous permettent d'appréhender sa compréhension. Donc là, on s'est amusé à faire un trip un peu psychédélique dans cet univers sans loi, où cette séquence où Neil deGrasse Tyson, dans son vaisseau, déploie son connectome, c'est-à-dire son réseau neuronal, pour trouver une sorte d'analogie et de connexion avec l'univers lui-même. Donc voilà, toutes les neurones qui poussent et vont s'accrocher pour construire des nébuleuses. Ou alors, il fallait donner des exemples d'univers alternatifs. Donc là, on s'est fait plaisir, on a fait un peu n'importe quoi, du moment que ça fait... enfin, n'importe quoi. On avait quelques vagues références, mais disons que voilà, on s'est amusé un petit peu à construire des visions à la fois harmonieuses, un peu abstraites, un peu bizarres, de ce que pourrait être l'univers. Ou bien illustrer la nature quantique de l'univers. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, et même à mon avis aux spécialistes, c'est très flou. Mais en tout cas, voilà, on a trouvé une façon de le montrer. Et ça aussi, c'est une autre illustration de la nature quantique, où voilà, il voulait une représentation un peu à la Matrix. Donc ça tombe bien, comme nous, on a travaillé sur le code de Matrix, on a ressorti nos vieux dossiers. Et là, c'est à la fin du dernier épisode, du 13e épisode, c'est l'arbre du vivant qui se déploie comme hologramme, le buisson du vivant. Et ça donne des jolis plans un peu poétiques. Ça, c'est peut-être le plan qui termine la série, d'ailleurs. Je spoil. Alors, quelque chose de très important en fait dans cette série Cosmos, c'est que comme énormément de plans étaient full 3D, on avait un peu carte blanche dans la mise en scène. De temps en temps, on avait des storyboards plutôt vagues, mais en général, on avait carte blanche. Et la plupart du temps, quand on avait sur le papier 2-3 plans à faire, finalement, l'idée venait que on allait les raccorder entre eux et qu'on allait faire des plans séquences.
Je suppose en fait que le client a fait ça pour, pour gagner de l'argent, parce qu'il y a un coût par plan, donc les mettre ensemble, ça lui faisait gagner de l'argent. Mais bon, en tout cas, c'était intéressant. Et puis ça a aussi une fonction narrative de fluidifier le discours. En restant dans des plans séquences. Mais du coup, ça nous crée des complexités assez importantes, notamment des changements d'échelle, où on passait notre temps à aller d'une échelle cosmique à une échelle atomique, à foncer à différentes échelles. Et des fois, on avait des transitions de time-lapse ou d'hyperlapse très complexes à faire. Alors, c'est dans cet exemple, on avait à gauche une abeille, ça c'est filmé dans une ruche, et à droite, filmé aussi un plan où on tourne autour d'une abeille qui est prise dans une gange d'ambre, dans un bloc d'ambre. Donc c'est une abeille préhistorique, il fallait raconter voilà, en time-lapse comment cette abeille... Donc vous avez bien compris qu'en fait la transition était un peu compliquée, parce qu'on avait une abeille filmée, une autre abeille pas du tout dans la même position, prise en réfraction à l'intérieur d'un bloc d'ambre avec des bulles d'air et tout ça, et trouver un moyen élégant de transitionner. Et donc l'idée, à un moment, c'est de passer par une abeille en 3D. Donc là, on commence avec le vrai plan filmé. Et puis, on va essayer de créer un mouvement de caméra un peu complexe qui va tourner autour, dramatiser l'éclairage pour aider à la transition. Et puis animer l'abeille pour qu'elle prenne la position de cette abeille prise dans l'ambre. Et après, hop, on est retombé sur notre abeille prise dans l'ambre. Et ça, sur le papier, c'était pas du tout gagné à l'avance qu'on allait arriver à faire quelque chose. Moi, je suis assez fier de ce plan. Bravo Catherine qui l'a fait. C'était une sacrée gageure. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le détail et je vais rentrer un peu sur la fabrication et quelques outils spécifiques qui ont été faits maintenant qu'on a fait un tour d'horizon. Alors parmi ces outils spécifiques, je vais vous parler un peu d'origami. Donc c'est ma marotte. Moi, j'ai quelques marottes dans mon travail d'outils ou d'éléments visuels. Beaucoup sont basés sur les mathématiques de par mon background. Et on va en voir quelques-uns. Et là, je vais vous parler d'origami comme outil d'animation. En général, dans la 3D, on anime des modèles qui sont des polygones, donc des faces qui peuvent être carrées ou triangulaires la plupart du temps. Et on les anime en transformation, c'est-à-dire on les tourne, on les bouge, on les grossit dans l'espace, on les déforme à travers des muscles ou des squelettes, mais on les anime rarement en utilisant leur structure propre, c'est-à-dire leur forme de face et de triangle. Et pour une exposition à la Fondation Cartier, qui était dirigée par David Lynch, j'avais réalisé un film sur les mathématiques, un film qui était projeté dans une sphère. Et dans ce film, on devait représenter le pavage de Penrose, qu'on voit ici, qui est un pavage de losange qui est non répétitif. Et pour ça, j'avais fait des petites animations d'origami, comme ça. Et j'avais trouvé ça très plaisant à regarder. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant de montrer ça comme ça. Et donc à l'époque, je m'étais bien embêté à plier les faces les unes sur les autres et à faire ça un peu à la main. Quitte à les répéter après par morceaux. Mais pour American Gods, notre série télé, on devait montrer un univers qui se construisait comme ça, un peu en origami, avec un personnage, le Tech Boy, accompagné de ses gardes du corps, qu'on voit ici se construire en origami. Donc c'est pas ce qui reste dans la série, parce qu'ils ont choisi une autre version. Mais j'avais trouvé ça très très plaisant. Et plus récemment, pour un clip de Kanye West, on avait fait un masque, une espèce de masque d'ambre africain qui, sur le visage de Kanye West, se construit et se déconstruit en origami. C'était un principe moteur d'animation et un coronavirus, mais très poétique, parce que c'est poétique finalement. Donc là, je vais vous présenter un peu comment ça se passe, cet outil d'origami qui a été créé pour American Gods, et comment finalement je m'en sers de temps en temps dans différentes productions, en vous présentant BStudio et le neurographe. Alors BStudio, qu'est-ce que c'est ? C'est notre logiciel qui sert à faire des images de synthèse et du compositing. Il faut savoir que la société Buff Company développe depuis 25 ans ses propres logiciels et on est peut-être la seule boîte au monde à n'utiliser que des logiciels maison. Dans ces logiciels de 3D,
on a ce que vous voyez dans la fenêtre en bas à gauche, ce qu'on appelle le neurographe, qui est un graphe nodal dans lequel on branche différentes opérations. Et là, par exemple, on branche des opérations de primitives. Et là, il y a un nœud particulier qui sert à faire l'origami. Donc un premier nœud commence à calculer une hiérarchie des faces et le deuxième nœud sert à animer les faces selon différents paramètres et permet de déployer ou replier l'objet sur lui-même. Et donc on peut définir comment chaque face va quel va être le comportement de chaque face par rapport à sa face mère. Comment elle va, pour se déployer, tantôt grossir, tantôt tourner sur elle-même. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un vrai origami. En fait, les faces, on les réduit en taille quand elles se replient. Voilà un autre exemple fait sur un lapin, où là, on a un lapin de référence à gauche, et à droite, il y a le lapin qu'on a animé avec le paramètre d'origami. Donc, si on tag, c'est-à-dire on sélectionne, vous voyez en rouge, certaines faces, on va définir où sont les faces mères, où est-ce qu'elles vont se replier. Par défaut, c'était la première face, mais là, voilà, on peut choisir et définir où vont être les faces qui vont être les racines de cette branche. Et il y a une autre forme de représentation qui nous permet de voir comment se hiérarchisent ces faces les unes par rapport aux autres. Alors vous voyez ici, les petits points et traits représentent un peu les charnières, comme si chaque face était une petite porte articulée. Et voilà, ça permet de visualiser un peu comment elles peuvent s'organiser les unes par rapport aux autres. Alors tout ça est fait automatiquement et vous voyez en temps réel. Un peu moins temps réel sur des modèles plus lourds, mais de toute façon, on ne travaille pas en temps réel forcément. Voilà, l'utilisateur peut choisir d'inverser la hiérarchie ou d'organiser différemment la hiérarchie. Si par exemple, on sélectionne voilà, la base du lapin comme face mère, voilà, on voit que le lapin se replie sur sa base. Mais en fait, cette technique d'animation, elle est directement liée et influencée par la nature du maillage du lapin. Donc si on a un maillage qui est plus rectangulaire, là, qui est un maillage issu d'une reconstruction volumique, par exemple, par voxel, on voit que quand on sélectionne voilà, les pieds du lapin, maintenant on a plus des bandes, comme des bandes de papier déchirées qui passeraient dans une broyeuse. C'est plus organisé qu'avec des faces triangulaires. Et si on change la définition, par exemple on met une définition un peu plus grossière, alors en resélectionnant les pieds du lapin, là voilà, on commence à se rapprocher de quelque chose de plus palpable, qui est moins déchiré, quitte même à le mettre plus gros. Alors là j'ai perdu ma sélection puisque j'ai changé la définition du lapin, mais si par exemple on lui sélectionne la queue, voilà, on a ce repliage. Et donc, on s'en est servi dans Cosmos, par exemple, pour ce plan du vaisseau SOTI qui passe dans une dimension supérieure. Je trouve que ça illustre bien la dimension supérieure. Ou bien dans cette séquence où les vaisseaux d'exploration humains approchent d'une planète qui est loquée, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui fait toujours face à son soleil, qui est brûlé, et un côté où il fait toujours nuit derrière. Et sur la frange, on peut imaginer que ce sera à peu près tempéré, donc on envoie une sonde d'exploration qu'on voit ici, une sorte de bulle, où il y a toujours une espèce de référence un peu organique à la graine en fait, ou à la graine de tournesol. Et donc ce vaisseau bien rembourré va atterrir sur la planète, se poser complètement, et une porte va s'ouvrir pour laisser passer les explorateurs humains. Et la façon dont s'ouvre cette porte, on a décidé de la baser sur l'origami. Comme ça, on a quelque chose qui est à la fois complexe, organique, avec des jeux de symétrie. Et on se dit, oh là là, ça doit être un système bien compliqué pour ouvrir cette porte. Une autre utilisation, c'est dans le télescope spatial, qui est un projet qui est prévu, d'un télescope qui va déployer un miroir de plusieurs kilomètres. Et ce télescope voilà, déploie son miroir avec une technique d'origami dont on a resserré là, le déploiement pour avoir quelque chose d'un peu plus mécanique.
Honnêtement, on se demande comment ça pourrait marcher. Un truc pareil, là, ça triche un peu parce que les faces apparaissent, pour ainsi dire, au moment où elles se déploient. Et donc, ce télescope spatial va servir aussi à pousser les vaisseaux d'exploration qu'on voit ici, les petites bulles, donc qui sont plein de vaisseaux d'exploration avec leur voile solaire. Alors c'est l'occasion aussi de vous parler du deuxième outil dont je voulais parler aujourd'hui. C'est un outil de distribution. Alors très souvent, on a besoin de placer des objets dans l'espace. Et il y a plein de choix, on peut les mettre sur des grilles régulières, mais on peut choisir de les placer de manière plus harmonieuse. Et pour ça, la nature et les mathématiques nous donnent des outils. Et par exemple, la distribution de Fibonacci, qui est liée au nombre d'or et à l'angle d'or, et qui est une spirale qui a des propriétés particulières qui sont vraiment très harmonieuses. Donc on a fait un petit outil qui permet par exemple de générer un certain nombre de points qui sont distribués sur le principe de la spirale d'or. Et vous voyez qu'en fait, ça crée un effet qui est très étonnant sur l'œil, ces distributions, où on a du mal à saisir, on voit des spirales dans tous les sens, on a du mal à saisir vraiment la structure réelle de cette distribution. Ça a l'avantage aussi, cet outil permet de régler plus ou moins la concentration si on ne veut pas être linéaire et de créer des formes différentes. On peut aussi bien en faire une surface. Là, c'était juste des points dans l'espace, mais ça peut être une surface maillée qui a des propriétés aussi. Et la voile du vaisseau d'exploration extraterrestre est conçue un peu sur ce principe-là. Voilà, et mélangé à d'autres distributions. Donc ce vaisseau, ils vont partir en paquet, explorer l'espace. Et la façon dont on les a distribués dans l'espace reprend aussi la spirale d'or. C'est une manière assez simple, intuitive, et en fait peut-être une manière de feignant, d'aller trouver facilement des choses harmonieuses, peut-être comme aussi les peintres du XVIIIe faisaient quand ils construisaient leur perspective et leur composition avec le nombre d'or. Donc là, voilà, il y a la distribution des vaisseaux reprend cette position-là. Alors par contre, ils ne sont pas plats, c'est pas plat, c'est en pointe, histoire de faire un peu vol de canard qui va explorer l'espace. Et ces vaisseaux, qui sont poussés par le Soleil, quand ils manquent un peu d'énergie, quand ils sont loin du Soleil, ils larguent des petites sondes laser qui vont les pousser en leur tirant dessus, dans la théorie. Là, on a, si je m'arrête une seconde, on voit une espèce de canon laser, enfin c'est un champ de canon laser, et donc la façon dont les petites lumières bleues que vous voyez dans chaque cylindre du laser sont distribuées, c'est celle du nombre d'or encore. Et même au sol, eux-mêmes sont distribués en respectant le nombre d'or, la spirale d'or. Et voilà, donc là c'est la base de lancement des petits vaisseaux. Évidemment, quand on doit faire quelque chose de plus organique, on utilise ce principe là, par exemple, pour planter ces espèces d'herbes un peu bizarres, là, de plantes qui ont l'air d'être des plantes extraterrestres mais qui ne le sont pas. On s'est servi de ça, et ça permet, par exemple, quand on se balade au ras du sol, de pressentir une structure sans la voir vraiment. Et ce n'est pas une structure régulière d'une grille. On devine presque les cercles et la construction en spirale. Et si on recule, on se rend compte qu'on était à la surface du pistil d'une fleur. Et cette fleur se trouve dans un champ en Toscane, au Nil de Grafshausen, nous montre toute la beauté de la vie. Le gros travail de ce plan, ça n'a pas été la sortie, ça a été bêtement, ici, si je m'arrête, d'aller effacer au fond, près de la colline, les camions de la cantine de tournage et une route pour que ce soit très bucolique. Et mine de rien, ça c'était plus compliqué que de faire le recul en macro du pollen. Dernier outil dont je vais parler, je vais vous parler des attracteurs étranges. Donc ça c'est une vieille marotte que j'ai et tout le monde se moque de moi dans la boîte. Sur cet objet mathématique que sont les attracteurs étranges. Grosso modo, ce sont des suites de nombres, des suites de positions dans l'espace. Donc on a fait un outil qui nous permet de générer tout un tas d'attracteurs étranges. Donc on a une fonction qu'on programme dans un langage maison.
qui, en tout point de l'espace, donne une nouvelle position. Et puis on répète ce truc-là, et le point se retrouve à une autre position, etc. Et de temps en temps, le point diverge, c'est-à-dire il part à l'infini, mais quand il converge, où il peut converger, c'est-à-dire tomber, s'arrêter sur un point, mais il peut aussi tourner sans cesse et en repassant légèrement décalé aux mêmes endroits. Donc c'est la meilleure illustration des théories du chaos que représentent les attracteurs étranges. Et donc là, par exemple, on peut travailler un peu avec les paramètres. Là, c'est l'attracteur de Thomas, nom donné par son découvreur. Et voilà, on voit quand on fait un rendu de ces petites particules, si on en met beaucoup, ça fait quelque chose d'assez élégant, à la fois complexe, élégant et fascinant, je trouve. Donc c'est un support très intéressant en fait, ces attracteurs étranges, pour construire des nouveaux objets. On en a fait tout un bestiaire, donc on a un gros arbre dans lequel on a classé un peu tous nos attracteurs étranges, enfin les attracteurs étranges qu'on trouvait pertinents de coder. On en a toute une collection, et chacun porte le nom de son découvreur, souvent des mathématiciens. Donc là c'est le Thomas, on peut avoir le Zouchen, le Elali, les polynomiales, ça je ne sais plus lequel c'est. Enfin bon, bref, il y en a énormément, donc ah oui, c'est l'Aizawa. Et chacun a une particularité, même s'ils se ressemblent un peu tous, ils ont des particularités d'être à la fois un peu chaotiques et puis en même temps très ordonnés, très gracieux, la plupart du temps. Et puis on peut en faire tout un tas de choses, comme vous allez le voir. Donc là, voilà, on passe en revue une petite collection. Ça, c'est le Halvorsen, qui a vraiment une très jolie forme. Certains sont en 2D, mais la plupart sont en 3D, ceux qu'on a choisis. Je pense que là, on pourra en faire un super fauteuil design des années 70. Évidemment, ils peuvent s'animer, mais comme ils ont une nature chaotique, les animer est assez complexe. C'est-à-dire que ça peut sauter d'un seul coup sur certaines valeurs. Le Lorentz 84, qui est un des plus connus, qui a une forme d'escargot un peu. Donc celui-là, qui est vraiment comme une signature. Le Pickover, qui est fondé sur des fonctions trigonométriques, de sinus et de cosinus. Ou celui-là, plus ils sont complexes, plus ils ont de paramètres. Ceux-là, ils ont peut-être une vingtaine de paramètres à manipuler, ce qui les rend un peu pénibles et complexes à manipuler. Mais certains sont plutôt très simples. Voilà, des fois, ils peuvent avoir des formes plus ou moins agressives ou plus ou moins gracieuses. Et donc, la première fois que j'en ai été servi, c'était juste en 2014. J'en avais créé un dans Cosmos Possible World. Il était censé représenter l'univers pris dans une bille. Donc, je m'étais servi un peu de sa vibration. Donc, dans Cosmos, dans la deuxième saison de Cosmos. Là, dans cette saison-là, on nous a demandé de faire un vaisseau alien. Bon, moi qui suis fan de science-fiction, c'était du pain béni, et on avait carte blanche pour le faire. Il fallait faire le vaisseau alien, le vaisseau mère, et des satellites qu'il enverrait pour explorer tantôt la Terre, tantôt Vénus. Et donc, pour faire un vaisseau alien, j'ai pas voulu tomber dans les clichés qu'on peut trouver un peu partout, et j'ai voulu créer une forme à la fois plausible, à la fois identifiable comme étant un vaisseau, c'est-à-dire quelque chose qui a une forme d'énergie qui le propulse, qui a une certaine échelle. Et donc, on va avoir quelques essais qu'on a fait. Alors ça, c'est pour les sondes du vaisseau alien. Donc, on les a basés essentiellement sur des attracteurs étranges, avec un mélange de différentes utilisations des attracteurs étranges. Alors, par exemple, ici, on a des sortes d'antennes qui nous font penser que, voilà, d'abord, ça lui donne une échelle plus petite, et puis c'est une sonde qui l'envoie des signaux. On cherchait les limites un peu à la fois de l'étrangeté, du côté organisé mais organique à la fois, il ne fallait pas que ce soit anxiogène, donc par exemple celui-là pourrait l'être un petit peu, ce côté un peu négatif. Et puis on est tombé sur le Thomas, on s'est dit le Thomas quand même il serait pas mal comme vaisseau alien. On a rajouté dans l'attracteur de Thomas 2 attracteurs étranges à l'intérieur pour créer une sorte de champ d'énergie.
Et ça, c'est des recherches pour le vaisseau mère, avec l'attracteur d'Alvorsen qui lâche donc ces petits, comme un essaim d'abeilles, ces petites sondes. Alors on a essayé voilà, différentes approches en tant que vaisseau mère. Certaines basées uniquement sur la lumière, mais ça fait un peu autoroute aux heures de pointe. Était moins payant, celui-là c'est un peu trop sadomaso, le côté chaîne. On a commencé à rajouter un moteur à l'intérieur et puis finalement on s'est rabattu sur le Lorentz 84 qui vraiment présentait tous les avantages à la fois de donner une grande échelle et puis d'être très étrange, très complexe, difficile à saisir. On lui a rajouté un petit moteur au milieu. Donc le principe, c'est créer avec un attracteur étrange une espèce de structure qu'on reconstruit en métaball, structure solide, et d'avoir un champ d'énergie autour de lui qui sous-entend un peu son fonctionnement. Et éventuellement une texture sur les branches avec des petites lumières qui donnent une échelle de fenêtre. Et donc ce vaisseau alien, pour se déplacer, peut déployer sa voile solaire, ou l'équivalent de sa voile solaire, donc une grande voile qui se déploie et qui va grossir pour être poussée par les photons, comme le serait un bateau sur la mer par le vent. Adieu vaisseau alien. Dernier usage des attracteurs étranges. Récemment, on a travaillé, on a terminé il y a presque un an, mais sur la série Raised by Wolves de Ridley Scott. Et alors là, on s'est donné à cœur joie, on avait des interfaces à faire. J'ai choisi comme principe principal des attracteurs étranges, principe de construction visuelle de toutes les interfaces. Donc voilà, c'est l'interface du vaisseau Arche, dans lequel les navigateurs manipulent des attracteurs étranges. Donc là on en a mélangé tout un tas de sortes pour créer voilà, ces formes. Là, c'est un téléphone portable et qui est à la fois... ça sert de navigateur et de GPS, une sorte de GPS du futur. Ou ici, voilà, toute l'interface du vaisseau avec les commandes qui sont aussi des attracteurs étranges autour des mains du pilote. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors évidemment, il n'y aura pas de questions, car vous n'êtes pas là. Je suis bien déçu. Mais je vais vous montrer maintenant des images que vous avez déjà vues un petit peu, mais voilà, avec du son, le making-of de Cosmos.
qui conclut cette petite présentation de Cosmos Possible World. Je voudrais remercier à nouveau toute l'équipe qui s'est défoncée sur ce projet. Essayez de voir la série, elle est vraiment formidable et puis elle a du sens aujourd'hui. Et merci d'avoir assisté à cette conférence et à bientôt sur le site de Paris Image Digital Summit.